Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Philippe est dans le pré. Donc aujourd'hui j'accueille mon ami François Boulot, que vous connaissez tous, gilet jaune, une figure des gilets jaunes, avocat ou ancien avocat, il va vous en parler, François. Et on va parler aujourd'hui dans la vidéo de la problématique que vous connaissez tous, hein, du modèle économique et de la crise politique majeure dans laquelle le pays est tombé et effondré. On est dans une crise majeure, pas que politique, économique, mais on va en parler ce soir avec François. Donc François, je te donne la parole, à toi, Oui, bonjour Philippe. Merci de m'inviter déjà, sur ta chaîne. Alors de quoi tu veux que je parle? de la De pourquoi situation j'aime. politique, la situation politique. OK. La situation politique présente, je dirais que c'est une crise politique évidente qu'on a sous les yeux, mais qui, en fait, est une crise de régime. Alors la crise politique, c'est qu'on a une instabilité institutionnelle qui résulte, de la tripartition, de l'électorat et donc de la tripartition des forces politiques à l'Assemblée nationale et donc de l'impossibilité de constituer un gouvernement. Bon, on devrait avoir en principe une démission forcée d'Emmanuel Macron si le Parti socialiste et le Rassemblement national et en fait l'ensemble des forces d'opposition avaient, comme c'était leur devoir, comme c'était leur mandat, voté dès le départ toutes les censures de tous les gouvernements Macron depuis les législatives de 2024. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas dû avoir de discussion, il n'y aurait pas dû avoir de tractation, il n'y aurait pas dû avoir de délai donné. Or, le Rassemblement national et le Parti socialiste ont permis à Emmanuel Macron de nier, de bafouer le résultat des élections législatives 2024 en ne votant pas systématiquement et immédiatement la censure. Alors, ils l'ont fait assez rapidement pour le gouvernement Barnier, mais ils ne l'ont pas fait pour le gouvernement Bayrou, et c'est ce qui a permis à François Bayrou de se maintenir là pendant plusieurs mois. Alors, le Rassemblement national a changé son fusil d'épaule et maintenant est prêt à voter la censure coûte que coûte, comme les autres forces d'opposition à gauche, c'est-à-dire la France insoumise, le Parti communiste et les écologistes. Mais en revanche, le Parti socialiste est le dernier parti, cette fois-ci, d'opposition à ne pas voter la censure et donc à trahir très clairement leurs électeurs parce que les électeurs, ils ont voté pour un programme à ce moment-là. Et ils votaient pour un programme du nouveau Front populaire, un programme de gauche. Alors après, on est d'accord ou pas avec le programme, c'est pas la question. La question, c'est que les électeurs qui votent pour le Parti socialiste, quand ils votent en 2024, ils votent pour le programme du nouveau Front populaire. À partir du moment où Macron désigne Sébastien Lecornu comme Premier ministre, Lecornu, c'est un de ses bras droits, un de ses plus fidèles. Il a été de tous les gouvernements Macron depuis 2017. Évidemment, le devoir du Parti socialiste, c'est de censurer. Bon, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'on est surpris qu'une trahison vienne des socialistes? Bon, évidemment, la réponse est non. Hein. Dire la trahison chez les socialistes, c'est quand même devenu une seconde nature. Hein, c'est dans leur gène. Donc malheureusement, on n'est pas surpris. Je pense vraiment que, bon, on le savait Ils sont, déjà, ils mais là, sont, il ils faut. sont à égalité avec les républicains pour la trahison. Mais à la limite, oui, mais les républicains, au moins, quand on vote pour eux, je veux dire, on sait pourquoi on vote. Dire, ils nous font pas la messe. Ils nous racontent pas qu'ils vont réduire les inégalités. Dire, quand on vote pour un républicain, le type, il nous dit, je veux augmenter l'âge de départ légal à la retraite. Donc moi, les gens qui n'ont pas fait d'études, qui ont des petits boulots pénibles et tout, j'en ai rien à faire. J'augmente l'âge légal de départ à la retraite. Et tant pis si eux, ils doivent travailler jusqu'à la hein, voilà. Ils nous disent bien qu'ils vont baisser les impôts sur les plus riches. Bon, bref, on sait où on va avec un républicain. Alors qu'un socialiste, c'est toujours hypocrite. Hein. C'est toujours, il veut lutter contre les inégalités, il veut améliorer le sort des gens, il veut défendre la sécurité sociale. Bon, ça, c'est le discours. Puis après, dans les actes, en fait, il n'y a rien, sinon des mesures à la marge. Et encore, les mesures à la marge, je veux dire, la dernière fois qu'ils ont exercé le pouvoir, c'était avec François Hollande. Et c'est François Hollande qui a, je veux dire, renforcé la politique de l'offre. On y reviendra, mais en gros, là, une politique a consisté à donner des cadeaux fiscaux et des exonérations de cotisations sociales aux grands groupes. Il faut toujours faire la différence entre les aides publiques qui sont données aux petites et moyennes entreprises et celles qui sont données aux grands groupes. C'est François Hollande qui a donné massivement des aides aux grands groupes et avec les résultats catastrophiques qu'on connaît. Donc ça, c'est la crise politique actuelle. Maintenant, on a une crise de régime maintenant, parce qu'en fait, on voit bien que pour sortir de l'impasse institutionnelle qu'on connaît, ça va être compliqué parce que même un nouveau président élu demain, il n'est pas du tout dit qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Moi, j'avais écrit dans mon livre Reprendre le pouvoir que j'avais fini d'écrire fin 2020. Hein. Donc, on est 1 an et demi avant la présidentielle. Et j'avais dit dans mon livre très clairement que compte tenu de la crise
actuelle et du mécontentement qui monte dans la société et qui est extrêmement clair quand on prend tous les résultats des dernières élections présidentielles depuis 2007, on voit bien que le vote pour les partis de rupture au premier tour, il ne cesse d'augmenter tous les 5 ans. J'avais écrit, il n'est pas du tout certain qu'en 2022, le président qui sera élu obtiendra une majorité à l'Assemblée nationale. Bon. Alors, je me suis trompé de 2 ans, entre guillemets, et encore, Macron n'a pas eu de majorité absolue à l'Assemblée nationale en 2022, Il avait donc une j'avais quand même majorité bien. relative. Et voilà, il avait une majorité relative, ce qui n'était jamais arrivé. Un président, en principe, élu, obtenait toujours une majorité absolue dans la foulée de son élection. Bon. Donc là, pour la première fois, effectivement, c'était une majorité relative. Donc j'avais quand même bien senti la chose. Et effectivement, 2024, 2 ans plus tard, bon, bah là, il a clairement perdu la majorité. Et donc maintenant, on se retrouve avec une situation qui est enracinée assez profondément, parce que les électorats, là, les blocs, ils ne bougent pas beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui ont voté Rassemblement national en 2024, ils vont le refaire en 2027. Ceux qui ont voté à gauche, pareil. Et en fait, le seul bloc qui perd en dynamique, c'est surtout le bloc central. C'est-à-dire, quand je dis le bloc central, c'est macroniste, mais avec les républicains. Bref, ça, c'est un électorat qui, en moyenne, je dis bien en moyenne, est basé sur un électorat plutôt âgé. Je dis bien en moyenne, je ne dis pas En que moyenne, toutes les personnes âgées, mais oui. il y a une surreprésentation des plus de 60 ans dans cet électorat. Oui. Bon, bah, mécaniquement, je veux dire, démographiquement, du coup, c'est un bloc qui est voué à s'effondrer au fil des années, parce que tout simplement, bah, cette classe d'âge, petit à petit, elle meurt, tout Alors, il ne simplement. faut Enfin, pas qu'on oublie, François, le bloc des abstentionnistes. oui, mais alors en réalité, le bloc des abstentionnistes, il est, c'est toujours difficile de prendre en compte ce bloc-là parce que, en fait, les abstentionnistes sont pas forcément toujours les mêmes. Et donc, en fait, ceux qui s'abstiennent à une élection sont pas forcément ceux qui s'abstiendront à l'autre. Et donc, finalement, quand ils sont potentiellement assez représentatifs de ceux qui votent. En fait, en gros, il y a autant, je veux dire, la répartition des votes va se faire un peu de la même manière chez les abstentionnistes que chez ceux qui votent. Donc, je ne suis pas sûr que les abstentionnistes soient une réserve de voix pour un camp politique en Oui, particulier. ce que tu veux dire, c'est que si on les obligeait à voter, tu n'es pas sûr que ça changerait la configuration. Exactement, voilà, ça changerait peut-être pas beaucoup les choses. Ce qui est certain en revanche, c'est que le bloc central va donc continuer à s'effondrer dans les années à venir, ça c'est sûr. Peut-être y aura-t-il un saut là en 2027, peut-être qu'on a un Édouard Philippe ou un Gabriel Attal qui va réussir encore à se faire élire un peu à l'arraché, etc. À mon avis, il n'obtiendrait pas de majorité à l'Assemblée nationale, ça je ne pense pas, mais ce serait qu'un soubresaut. Et je veux dire, c'est évident que ce bloc-là va mourir politiquement parce que tout simplement, son électorat disparaît du point de vue démographique parce que comme c'est des personnes âgées, évidemment, c'est des générations qui sont en train de disparaître. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va basculer de toute façon d'un côté ou de l'autre. Mais le problème, c'est qu'en attendant, on est paralysé et que la France est dans une situation extrêmement préoccupante hein, sur le plan économique. On a un déficit maintenant qui est à plus de 5% du PIB grâce au fantastique Mozart de la finance qui est Emmanuel Macron, grâce à sa politique menée depuis 8 ans. Et donc, ça, c'est quand même un énorme problème qu'on a devant nous. C'est-à-dire une France qui est très affaiblie, qui est en difficulté budgétaire et économique parce que très désindustrialisée, avec un déclin du niveau de vie qui touche de plus en plus de gens et une incapacité à la gouverner, je veux dire efficacement, parce qu'on a une assemblée qui est divisée, parce qu'on a un corps électoral qui est profondément divisé. Et donc ça veut dire que demain, un choc économique, une crise quelconque qui frappe la France ou qui frappe le monde, hein, je veux dire qu'on a une crise financière hein, par exemple, eh ben, la France vraiment va être dans une situation extrêmement délicate pour pouvoir y faire face, parce qu'on est désunis et paralysé institutionnellement. Donc, suite à ça, oui, je voulais un peu te poser la question. Cet échec économique, puisque tu as été gilet jaune, cet échec économique, selon moi, hein, il est lié quand même en partie au libre-échange, à la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, surtout la libre circulation des capitaux, qui permet de mettre en compétition les petites PME et les salariés à travers la planète. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cet échec économique qui n'est pas lié qu'à la France, hein, qui est européen et mondial, mais nous, on l'a de plein fouet. Cet échec économique du modèle libéral va bien falloir à un moment ou un autre le remettre en cause. Oui, bah, c'est d'ailleurs ce que Donald Trump, lui, a commencé à faire aux États-Unis. Je veux dire,
en fait, avec la période néolibérale, comme on l'appelle, qui a débuté à la fin des années 70, avec Reagan aux États-Unis, Thatcher au Royaume-Uni, et une période donc de libre-échange, de mondialisation. On a créé des structures économiques de dérégulation, donc dérégulation des barrières commerciales, c'est-à-dire libre-échange, et dérégulation monétaire. Depuis la sortie des accords de Bretton Woods en 71 par Nixon, eh ben, les monnaies sont flottantes, et donc ça a donné, en gros, la dérégulation des monnaies associée à la libre circulation des capitaux, jackpot pour les marchés financiers, compris une importance majeure depuis les années 80, et la construction européenne à laquelle la France s'est largement associée, a contribué à ça, à fixer, à promouvoir ces structures économiques-là à travers effectivement notamment le marché unique européen, où on a mis les pays européens en situation de concurrence totalement déloyale les uns avec les autres. Et ça, mécaniquement, ça a favorisé les grandes entreprises et donc les délocalisations. Parce qu'évidemment, si vous êtes un capitaliste, si vous êtes un patron d'entreprise, d'une grande entreprise, vous voyez votre usine en France, vous voyez des salaires qui coûtent quand même cher, et un système de sécurité sociale qui coûte cher, donc avec des grosses cotisations, bah, votre coût du travail, il est élevé en comparaison de pays d'Europe de l'Est où vous allez pouvoir payer des salaires 5 à 10 fois inférieurs et des systèmes de protection sociaux qui sont bien moins généreux. Forcément, vous délocalisez vos usines là-bas. Bon, je veux dire, donc le chômage en France dû aux délocalisations, c'est quelque chose qui a été pensé, organisé, voulu, réfléchi par les institutions européennes et largement accompagné par les élites françaises. Élites françaises qui, je dirais, se disaient que bon, ça ne servait plus à rien d'avoir un pays industriel, que nous, on allait prendre tous nos gains de productivité par la technologie, la recherche, etc. Oui, très bien, sauf que le résultat, c'est qu'on est passé totalement à côté des révolutions technologiques des 20 dernières années, où on n'a pas accompagné des entreprises qui étaient à la pointe. Hein. Je pense notamment, on avait Dailymotion au tout départ, qui était le concurrent très sérieux de YouTube. Bon, bah, on a vu le résultat aujourd'hui. Et en fait, on a fait l'Union européenne à la base avec l'un des objectifs, c'est ensemble on est plus fort. Donc on va concurrencer comme ça les États-Unis, puis ça permettra aussi de concurrencer la Chine, qui était la puissance émergente à l'époque. Bon, ça y est, elle a émergé. Le résultat, c'est quoi? C'est que les GAFAM, ils sont tous américains et Bien que sûr. nous, ils sont nos géants de la tech en Europe. Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, on a signé des traités européens. On pourrait se dire spontanément, bah, si on signe des traités, c'est qu'on va coopérer. Non, nous, on a signé des traités pour se dire, bah voilà, on signe un accord pour se dire, on va se faire la guerre économique. Et c'est la jungle en fait. On signe des règles pour que ce soit la jungle. Et de fait, c'est la jungle. Donc, on a les pays d'Europe de l'Est qui bénéficient des délocalisations parce qu'ils ont un coût du travail très bas. On a des pays comme le Luxembourg ou l'Irlande qui pratiquent le dumping fiscal, donc qui mettent des taux d'imposition sur les sociétés très faibles pour attirer les sièges sociaux des grandes entreprises et donc que ces grandes entreprises-là fassent de l'optimisation fiscale à gogo. On voit bien en fait que là, on a des pays qui en fait en Europe tirent chacun ouverture à eux et n'ont pas du tout d'esprit de solidarité. Et c'est ça l'un des problèmes majeurs qu'il y a à la construction européenne, c'est qu'on nous dit ensemble on est plus fort. Ben oui, mais attendez, moi je veux bien, mais pour qu'on soit ensemble, il faut avoir un état d'esprit d'union et de Bien sûr. solidarité entre les pays. Sauf que Bien ça sûr. n'existe pas. Bien Ça sûr, n'existe pas. Et ça, et que le rôle de la Banque centrale européenne, puisque la monnaie c'est tout, que la Banque centrale européenne joue son rôle et joue pas son rôle. Et je lisais là des rapports d'économistes l'autre soir qui avouaient que l'union monétaire européenne a favorisé le capital et a défavorisé les salaires. C'est une évidence. mais Mais évidemment, parce qu'en fait, alors il y a 2 choses, c'est qu'à la limite, la Banque centrale européenne, bon, comment dire? C'est compliqué pour elle de jouer son rôle. Parce qu'à partir du moment où on a mis une monnaie unique Je pour sais les bien. 12 pays qui utilisent l'euro, bah, évidemment, le problème, en fait, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la monnaie, en principe, c'est censé être un outil Oui, au service de l'économie, pas l'inverse. Et en fait, je prenais une image dans mon livre, justement, Reprendre le pouvoir, pour expliquer ça. C'est que chaque pays, en gros, a un niveau d'efficacité économique. oui, Et pour prendre une image, chaque pays a une baignoire avec un certain volume. Et ce n'est pas le même volume bon, en fonction de chaque pays. Et pour qu'on ait la monnaie au bon niveau, faut s'imaginer qu'on remplit la baignoire à ras-bord. c'est Il ne faut ça. pas la remplir moins, mais il ne faut pas la remplir plus. La Hein. monnaie doit toujours être à ras-bord du volume de la baignoire. Bon. Sauf qu'on a des volumes très différents entre la France, l'Allemagne et qui utilisent l'euro. Du coup, on a fait une moyenne. Eh Oui, ben ouais, mais du coup, nous, notre baignoire à nous, française, elle déborde
parce que Oui, l'euro, il est trop élevé pour nous. c'est Et ça. concrètement, ce que ça produit, c'est comme on a un euro qui est trop fort, ça casse la compétitivité de nos entreprises qui veulent exporter leurs produits, parce qu'une monnaie trop forte, c'est un surcoût direct pour les produits qu'on vend à l'international. Donc du coup, bah, on se rend moins concurrentiel par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est, je dirais, le vice structurel de l'euro. Et ensuite, du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on s'est privé de l'arme, heu, je veux dire, majeure quand on a le contrôle de sa monnaie, quand Bien on a la sûr. souveraineté monétaire, c'est la capacité de dévaluer. Bien sûr. Et donc on dévalue la monnaie et de cette manière-là, eh bien, on adapte l'économie à son niveau d'efficacité et ça permet de faire tourner la machine économique. Et c'est le problème. Et comment dire? Le problème, c'est que là, comme on n'a plus le contrôle de la monnaie et donc de la possibilité de dévaluer, le seul moyen qu'on a, c'est de compresser les salaires, c'est de Tout à baisser le fait. coût du travail. Tout à fait. Voilà, donc c'est de la dévaluation salariale qu'on fait. Ben, Donc en fait, quand on peut pas faire de dévaluation externe, on fait des dévaluations internes. Donc, c'est interne. quoi? Ben oui, c'est ça. Exactement, Oui. exactement. Et donc du coup, eh ben, on casse les protections dans le code du travail. Je suis bien placé pour en parler puisque j'étais Oui. avocat en droit du travail. Donc ça a été notamment les ordonnances d'Emmanuel Macron en 2017 Oui. qui ont, notamment plafonné les dommages et intérêts, pour les licenciements abusifs, hein. Donc c'est-à-dire que c'est un cadeau qu'on fait aux entreprises qui, par définition, ont violé le droit du travail, ont commis des licenciements abusifs, hein. Bien Je veux sûr. dire, c'est quand on reconnaît qu'un patron a licencié sans motif, c'est-à-dire de manière abusive, et ben là, on lui donne un cadeau parce qu'on dit: «Bon, bah, vous inquiétez pas, maintenant avec les ordonnances, Oui. les dommages et intérêts sont plafonnés. Il y a un C'est ça. plafond. C'est Donc, ça. vous risquez pas trop». Voilà. Oui. Et donc on fait ça et puis, bah, tout ça, je veux dire, en précarisant les gens, bah, forcément, ça joue à la baisse sur les salaires et quand on ajoute à ça un chômage de masse, bon, bah, c'est la fameuse armée de réserve du capital, hein, analysée par Marx. C'est quand on a un chômage de masse, bah, forcément, du coup, ceux qui sont dans le marché du travail, bah, ils acceptent un peu tout et n'importe quoi parce que s'ils démissionnent, ils savent que ça va être très compliqué de retrouver un travail parce que, il y en a d'autres qui toquent à la porte. Évidemment. Donc on accepte un peu tout et n'importe quoi et c'est ce qui explique, ça n'est jamais rappelé alors que le sujet pourtant, devient assez, comment dire? Traité, mais dans le débat public, y compris sur les médias mainstream, mais, les risques psychosociaux en entreprise, les burn-out, le harcèlement moral et cetera. Tout ça est en explosion en fait, les indicateurs sont en explosion, les arrêts maladie sont en explosion. Alors tout le monde va se dire: «Oh là là, mon Dieu, mais alors est-ce que les Français seraient pas feignants et machin?» Non, non, c'est pas ça en fait. Ce qui se passe, c'est que comme les conditions de travail sont de plus en plus dégradées et que les gens acceptent ces conditions parce qu'ils ne peuvent plus démissionner dans les faits, parce que s'ils démissionnent, ils risquent de se retrouver sur le carreau et de ne plus retrouver de travail. Tout à fait. Ils acceptent le sort qu'on leur réserve qui est de plus en plus insupportable parce qu'en gros, dans les boîtes, bah, et dans les services publics aussi d'ailleurs, c'est la même logique de rentabilité qui est appliquée, c'est-à-dire il faut faire plus et mieux avec toujours moins de moyens. Et bah, du coup, les gens, ils craquent. Voilà. De dire tout est lié, hein. Bien Il sûr. y a pas d'éléments à prendre de manière disparate. Donc au final, on voit comment un modèle économique structurellement défaillant, c'est-à-dire au niveau macroéconomique avec le libre-échange et la politique monétaire, produit des effets extrêmement concrets en bas de l'échelle dans les conditions de travail des gens qui va produire des burn-out, le harcèlement moral et du chômage et tout ça, mais je veux dire, le chômage, il est démontré que ça conduit à des dépressions, à des suicides, à des divorces, enfin, voilà, c'est des drames humains, en fait. Tout ça, c'est des drames humains, qu'il y a Alors, derrière. pour appuyer ton propos, il y a eu deux études de fait, une en Suisse et une en Suède. Je ne sais pas si tu les as vues passer. Ça a été chiffré que les burn-out, cette compétition à outrance où on en demande toujours plus de faire aux salariés, hein, c'est 2-3% du PIB, plutôt 3, 2,8, 3%, 3,2% du PIB que ça coûte à la Suède et à la Suisse. On n'a pas fait d'études chez nous, mais je suppose que c'est pareil. Bah, ouais, bien sûr, voilà et ça, c'est un coût qui n'est Donc jamais c'est pris en les compte, arrêts donc maladie, c'est tout ça, hein, c'est tout ça qui est dedans. exactement et alors du coup, on a, nos chères élites, hein, Oui, à Bercy et cetera, qui, pensent toujours de les choses de manière comptable et donc qu'est-ce qu'ils font? Et bah, ils les délais de carence, ils baissent les prises en charge sur les indemnités journalières de sécurité c'est sociale. ça. En fait, ils essaient toujours de faire des économies plutôt que de traiter le problème à la racine, c'est-à-dire se demander: «Mais bon sang, pourquoi on a autant de gens en arrêt maladie?»
Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que tout est à l'envers et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays, c'est qu'on ne traite pas les problèmes à la racine. Voilà. Donc là, ce que je pensais, on va parler un peu, parce que tu as, quelque chose à nous dire, tu as un projet que tu as lancé, et pour un peu donner d'espoir aux gens, on va parler, on va développer un petit peu les solutions. Alors moi, j'avais noté, bon, revoir les institutions, comme le dit Étienne Chouard, euh, relancer l'industrie, bah ça c'est primordial, baisser la fiscalité sur les PME, et puis après, cette histoire, on a parlé de l'union monétaire, faudrait voir comment on pourrait bifurquer sur plusieurs années pour avoir un modèle qui fonctionne mieux que l'euro. Donc, je te laisse la parole. Oui, alors là, bon, ce que tu évoques, c'est des questions de fond. Ouais. Et effectivement, je veux dire, je souscris aux idées que tu proposes et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Malheureusement, je crois qu'il y a, Emmanuel Macron et les certain nombre de forces politiques ne veulent pas de ces solutions. La plupart des forces politiques, d'ailleurs, ne veulent pas rompre avec les règles actuelles de l'Union européenne, hein. Donc, ça ne va pas nous tomber tout cuit dans la bouche. C'est pour ça qu'effectivement, moi, j'en suis à quelque chose de plus, je dirais, j'en reviens aux bases, en fait. J'essaie d'en revenir aux fondamentaux dans la solution que je propose aujourd'hui. En fait, j'essaie de construire un projet là Oui. qui, puisse nous permettre de dépasser nos divisions actuelles. Alors je pense Tu que veux là dire le débat gauche-droite qui revient toujours? oui, mais par exemple, en particulier, ça c'est, des gros clivages qui fait qu'on n'arrive plus à se parler et qu'on arrive de moins en moins à se parler, hein, suivant qu'on est de droite ou de gauche, suivant qu'on a voté pour l'Assemblée nationale ou qu'on a voté pour la France insoumise, hein. C'est Donc ça. quand on a voté pour l'Assemblée nationale, on est un raciste et un fasciste, forcément, et quand on a voté, pour la France insoumise, on est forcément un islamo-gauchiste ou un wokiste. Bon, et donc on a comme ça, on colle les étiquettes sur le front des gens et puis, bah, c'est bien comme ça, on se parle plus et on est sûr qu'on va pas résoudre la situation. Bon. Donc ça, c'est un énorme problème et donc Oui. le projet que je vais essayer de porter, c'est quelque chose qui permette de dépasser ces clivages et qui nous permette, premier élément, en fait, de faire émerger les consensus. C'est-à-dire les points sur lesquels on est quasiment tous d'accord et ça existe les points sur lesquels on est tous d'accord, des points précis, hein. Prendre en compte le vote blanc dans les suffrages exprimés. Oui. Tout le monde est d'accord. Peut-être aller plus loin, hein, dire que si le vote blanc arrive en tête des élections, on annule les élections et tous ceux qui se sont présentés n'ont pas le droit de se représenter. On peut voir aussi est-ce qu'il y aurait un consensus ou pas là-dessus. Quand je Oui. parle de consensus, ce serait une mesure qui est, allez, qui obtient au moins 75 de soutien. C'est ça. 75 ou 80 de soutien. C'est ça pour moi un consensus. En dessous, c'est de la majorité, même c'est une majorité, relative, hein, voilà. Au-dessus, à partir de 75 on peut parler de consensus. Bon, donc le vote blanc, heu, la transparence totale des dépenses des élus. Je crois que tout le monde, sera d'accord. Que les élus ne puissent pas, que personne ne puisse se présenter s'il n'a pas un casier vierge. Au moins si exiger qu'il n'ait pas été condamné pour des infractions financières, des infractions qui portent atteinte, qui remettent en cause la probité de l'élu. Bon, je pense que tout le monde est d'accord. Pourquoi pas renationaliser les autoroutes? Oui. Moi, j'ai toujours entendu tout le monde être d'accord pour dire que c'est un scandale qu'on ait privatisé les autoroutes en 2005. Bon, Tout à eh fait. ben, renationalisons les autoroutes. Bon, et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer une plateforme de vote en ligne pour pouvoir faire émerger ces points d'accord-là. Il y en a plein. Non. Et déjà, faisons émerger ces points-là, et comme ça, on pourra aller voir les médias, les pouvoirs publics, le gouvernement, les partis politiques, et on leur dira, bon, écoutez, c'est bien gentil là, vos histoires, où vous chamaillez tout le temps, etc. En fait, eux, ils sont quoi? Ils sont pris dans le système électoral. Et le Oui. système électoral, c'est une compétition. Bien Donc, sûr. en fait, structurellement ou par nature, tous ces acteurs-là, ces partis politiques, n'ont pas intérêt à faire émerger les points d'accord, n'ont pas intérêt à faire émerger les consensus qui dépassent les clivages. Ils ont intérêt à dire que c'est leur programme qui est le meilleur et que ce que propose le concurrent, bah, c'est nul, c'est pas bon, c'est dangereux, c'est tout ce qu'on veut. Eux, Et ils sont donc, obligés de se différencier pour être élus. et ben voilà, exactement. C'est une petite entreprise, un parti politique, qui doit essayer de gagner les élections pour essayer d'avoir un maximum de postes, de budget et donc employer un maximum de monde. Hein. C'est le système qui veut ça. Quand je dis ça, je m'en prends même pas à un parti politique plus qu'un autre. Je dis juste, voilà la réalité. Donc,
eux, ils peuvent pas sortir de leur logique parce que les règles du jeu sont comme ça. Bon. Donc l'idée, c'est on crée une plateforme en ligne, on fait émerger les points de consensus. J'en ai donné quelques exemples, donc ça existe. Et du coup, après, on pourra aller voir les pouvoirs publics, le gouvernement, les médias, les partis, et on leur dit, écoutez, vous, là, vous êtes en train de vous chamailler comme d'habitude, vous arrivez plus ou moins à constituer un gouvernement ou pas, peu importe. Là, il y a des mesures qui font consensus dans le peuple, qui dépassent les clivages. Donc vous votez toutes ces mesures-là, parce que dans le peuple, dans la société, on est tous d'accord avec ça. Et une fois que vous aurez voté tout ça, alors vous pourrez reprendre vos chamailleries. Et au moins, on aura avancé. Je veux dire, voilà. Et donc l'idée, c'est un peu ça, c'est de constituer quelque chose qui va être en complément de ce qui existe aujourd'hui, en disant, bah, tout ce qui divise reste la chose des partis politiques et on tranchera ça aux élections. Mais pour les consensus qui se dégagent, et ben là, par contre, on fait pression directement sur les pouvoirs publics pour l'imposer dans le débat d'abord et ensuite l'imposer dans la loi. Alors, comment on fait ça? Bah, la première condition, c'est qu'il faut que la plateforme elle soit représentative. Donc, s'il y a que des gens de gauche, bah, ça sert à rien. On saura juste ce que pensent les gens de gauche. S'il y a que des gens de droite, bah, ça sert à rien non plus. Donc, il faut vraiment dire parce que je sais très bien que l'une des premières critiques qui peut être laissée sur le projet, c'est oui, mais comment qu'il n'y aura pas de récupération et de savoir que ce ne sera pas orienté vers tel ou tel endroit, etc. Bah, c'est que intrinsèquement, le projet, il fonctionne que s'il y a les courants les plus divers qui sont représentés. Donc vraiment, on a intérêt à ce qu'il y ait tout le monde. Sinon, ça ne marche pas, sinon il n'y a pas de représentativité. Donc voilà, Sinon, on se parle entre nous. exactement. Donc, je veux dire, c'est la condition de réussite de projet, c'est qu'il soit ouvert pour qu'il y ait un maximum de gens et une diversité qui soit assurée, qui soit garantie. Bon. Et du coup, bah ça, en principe, si on arrive à créer cette confiance-là et que les gens se disent, ah bah oui, c'est vrai que moi, quand je suis sur la plateforme, là, on ne me prend pas pour un imbécile, on ne me dit pas que je suis un facho ou un islamo-gauchiste ou je sais Oui, pas quoi, j'ai le droit de venir avec mes idées, avec mes opinions et j'ai le droit d'en discuter. Bon. oui. Bah, si tout le monde commence à avoir confiance là-dedans, eh bah, petit à petit, ça peut gagner en nombre. Et le but, c'est d'être le plus nombreux possible. Et si on est nombreux, si à un moment donné, demain, on est des millions, eh bah, là, c'est clair qu'on ne pourra plus faire sans nous et qu'on deviendra une force politique. Et peut-être que, je me projette, mais peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, en fait, on aura constitué une institution à part entière, un nouveau pouvoir, qui sera inscrit dans la Constitution et on fonctionnera avec ça, c'est-à-dire cette force qui est capable de dire nous, le peuple, nous avons dégagé ces points de consensus-là, donc ça passe au vote immédiatement sans qu'il y ait de débat aux élections. Et peut-être qu'on se dira mais comment on a fait avant pour dire qu'on était en démocratie, ou pour croire qu'on était en démocratie sans avoir cet outil-là? Oui, Comment on parce a que fait? Je veux dire, j'ajoute que ton idée, là, même dans les institutions actuelles, hein, qui sont pas bonnes, il faut les modifier, mais ton idée de la plateforme, là, aujourd'hui, si sur cette plateforme, allez, on va dire, il y a 2-3 millions de personnes, ces 2-3 millions de personnes peuvent faire une pétition. Tu as vu ce qu'a donné la pétition avec la loi du plomb? exactement, exactement. Et c'est ça, c'est qu'en fait, on aurait du coup bah, la possibilité de faire des pétitions loi du Voilà, plomb toutes les semaines. En fait, toutes les semaines, on aurait la possibilité d'avoir 2, 3, 4 millions de personnes qui disent bah, nous on veut ça, nous on veut ça, nous on veut ça, nous on veut ça. tout à fait. Donc on met une pression maximale, effectivement, sur les institutions. Donc ça, c'est vraiment le premier point fondamental, genre c'est le cœur du projet. Ensuite, il y a, je dirais, un intérêt pour dire qu'est-ce qu'on fait pour ce qui nous divise? Oui, C'est-à-dire, quand on vote et qu'on est en dessous de 75%, donc, je sais pas, on est à 60-40 par exemple, et oui, bah, sur la plateforme, on débat. On débat et on aura une méthode. Et la méthode, c'est en gros, la communauté dira, bah, nous, voilà, sur tel sujet, on a telle préoccupation, on a tel problème. Au hasard, je ne sais pas, l'insécurité ou les services publics, l'école, ou etc. Bon, et on a tel et tel problème, il faut les résoudre. Et bah, l'équipe Praxis travaillera, va faire des synthèses, constats, diagnostics, solutions. On va consulter des experts. On fera des allers-retours avec la communauté pour enrichir le document de travail. Et à la fin, ça nous permet d'avoir une sorte de rapport, de document de travail. En fait, ce sera une ressource que tout le monde pourra consulter et qui servira de documentation pour ensuite faire voter les mesures qu'on aura dégagées. c'est la Et donc, plateforme on verra Praxis. Plateforme Praxis. exactement. Et en fait, chaque mesure du coup qu'on passera en vote,
eh ben, on verra celles qui font consensus et puis celles qui sont toujours soumises à débat. Et celles qui font consensus, en fait, à chaque fois qu'on a un consensus qui se dégage, eh ben, boum, on peut faire pression sur les pouvoirs publics pour que ça passe au vote. Et si ça continue de diviser, bah, on continue de débattre. Mais au moins, tu vois, on dégage petit à petit, on avance. Bon, voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, troisième point, c'est pas du coup quelque chose, je veux dire, Praxis ne va pas aux élections. Praxis ne présente pas de candidat. Et précisément parce que Praxis ne fait pas concurrence aux partis politiques. C'est ce qu'on Et appelle un c'est une cercle de conviction. réflexion. Bah, en fait, c'est un mélange entre un média, parce que ce sera aussi un média qui produira du contenu régulier pour pouvoir délivrer des analyses et aussi pour pouvoir faire connaître la plateforme, parce que souvent, c'est un peu la limite de ces initiatives qui ont déjà eu lieu, de faire des plateformes de vote, etc. Ah oui, mais en fait, c'est porté par des gens un peu anonymes et qui n'ont pas de médias. Donc, du coup, c'est pas connu, donc ça reste niche, il y a 200 personnes là-dessus. Et bon, en fait, la plateforme, elle peut être géniale. Si elle n'est pas connue, bah oui, ça sert à rien. Enfin, ça va pas produire de grands résultats. Donc, c'est pour ça que déjà, il y a un média. Et donc, en fait, on associe un média, c'est effectivement un cercle de réflexion, un think tank, voilà, quelque chose de cet ordre-là. C'est Oui. une plateforme de vote. Et au final, on pourrait dire que c'est un lobby citoyen. Mais moi, je pense même que si vraiment on est nombreux, demain, ça devient un pouvoir et un Tout à fait. pouvoir institutionnalisé. C'est-à-dire que ça pourrait tout à fait être ensuite inscrit dans la Constitution avec des règles qui déterminent, enfin qui organisent ce pouvoir-là. C'est de l'ordre du possible. Bon. Mais l'idée pour que ce soit ouvert et que ça rassemble le maximum de monde, c'est que ça ne fait pas concurrence aux partis politiques et donc chacun peut venir, peut rejoindre l'initiative sans renier ses convictions. Que les Tout à gens fait. soient abstentionnistes, électeurs ou militants, qui viennent, il n'y a pas de problème. C'est le but, c'est que ce soit le plus représentatif possible. Et comme ça, bah, je veux dire, ça, on avance avec ce que je t'ai dit, c'est-à-dire consensus, on passe, on fait pression pour que ça passe au vote. Sur ce qui divise, bah, on continue de débattre. Mais je pense que moi, je ne vois pas d'autres moyens actuellement, parce que c'est la seule manière de sortir de la logique de concurrence, de compétition et donc de division dans laquelle Oui. on est enfermé. Et si on ne prend pas ce chemin-là, je crains malheureusement qu'on va continuer à s'enfermer dans les blocages institutionnels dont on commence seulement à voir les premiers effets, hein, parce que ça va continuer Ah encore oui, 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 je pendant suis des d'accord. années, sinon. Oui, donc François, si on veut parler un peu du mot de la fin, et je voulais aussi que tu, avec ton mot de la fin, enfin le mot de la fin, tu m'expliques un peu, si j'ai bien compris, tu n'es plus avocat, et moi j'ai fait le calcul au niveau agricole, qu'avec un modèle agricole différent, vertueux, en respect de l'environnement et de la rémunération des paysans, on aurait à peu près 1 million de personnes de plus à travailler en agriculture, salariés et paysans. Et 1 million de travailleurs, parce que tu sais, ils nous parlent des retraites, j'ai vu que la fourchette basse chez les économistes, la fourchette basse, c'est plus de 30 milliards sur le produit intérieur brut, c'est entre 30 et 40 milliards. Donc, est-ce que la question du financement des retraites, tout ça n'est pas lié à notre modèle économique et à des gens qu'on va rentrer dans la machine économique? Ah bah, bien sûr, de toute façon, ça, je veux dire, les questions budgétaires aujourd'hui qui sont mises en avant et on nous dit qu'il faut faire des économies et qu'il faut trouver de l'argent, ce qui est extraordinaire, c'est que personne, ne parle du fait qu'il faudrait peut-être relancer la machine économique. Alors, évidemment que là, il y a des solutions à court terme et donc on va pas à court terme, on fait avec, dire l'état économique du pays et l'état des finances. Bon, mais ce qui est fou, c'est qu'on a perdu à l'horizon des objectifs de moyen long terme en termes de relance de l'activité économique, de réindustrialisation et donc de baisse du chômage. Parce qu'effectivement, si demain on recrée ne serait-ce qu'1 million d'emplois, et même mieux 2 millions d'emplois, mais attention, hein, des emplois qui rapportent de la valeur ajoutée, alors ben, on fait rentrer des sommes colossales dans le budget de l'État. Ça fait des cotisations sociales en plus. Et donc là, la question de l'équilibre du régime des retraites, bah, elle ne se pose plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est une évidence, mais on voit bien que c'est perdu de vue par nos dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la maîtrise des politiques économiques. C'est À ça. partir du moment où il n'y a plus de souveraineté budgétaire, monétaire et commerciale, parce qu'on a tout donné à l'Union européenne avec le résultat qu'on connaît, bah oui, forcément, la seule chose qu'on peut faire, c'est des coupes dans les dépenses. De la même manière que, on le disait, on peut baisser les salaires, on peut faire que ça, et bah, on peut que faire des coupes dans les dépenses. Bah, voilà, et le résultat, c'est que bah, les services publics se cassent la figure et que bah, les gens vivent de moins en moins bien dans le pays. Bien sûr. Alors, il faudra refaire une émission parce que quand on s'étend sur ce terrain-là, les arguments que tu as connus, que tu viens de développer,
Moi, ça m'arrive de les lire dans ma chaîne. Souvent, les gens dans les commentaires, ils disent Frexit, Frexit. Alors, ça mériterait une émission parce que c'est plus complexe que ça. Et donc, sinon, ton mot de la fin, toi, c'est de dire, oui, alors, je t'ai présenté comme avocat, tu me dis que tu n'es plus avocat, quelles en sont les raisons? Oui, bah, donc pour conclure, je pense que c'est bien d'expliquer, quelle est ma démarche en fait, puisque j'ai présenté le projet Praxis. C'est qu'en fait, j'ai une trajectoire personnelle qui, a fait que j'ai été avocat pendant, quasiment 13 ans. J'avais prêté serment le 1er février 2012. Il y a eu les gilets jaunes évidemment qui ont, percuté ma vie et qui m'ont transformé quand même, beaucoup, hein, comme tous les gens je pense qui ont participé à ce mouvement-là, qui était extraordinaire sur bien des points et sur un des points essentiels, c'est que ce mouvement-là se battait pour tout le monde. Et même pour les enfants et les petits-enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un message universel à travers ce mouvement. C'était pas un mouvement social de revendication catégorielle, hein. Là, on avait vraiment un mouvement qui était, universel dans ses revendications. Donc c'était extraordinaire. Et après ça, bon, bah, comme beaucoup, j'ai assez mal vécu l'après gilet jaune et puis surtout, bah, j'ai voulu à un moment donné me dire: «Bon, bah, allez, je me remets dans mon boulot, au moins ça fait du sens. J'aide les gens, proches de moi, enfin j'aide mes clients, je répare des injustices. Alors oui, je suis pas en train de changer le monde, je suis pas en train d'essayer de changer le système, dans les structures, mais au moins j'utilise les structures actuelles pour créer de la justice, pour réparer les injustices». Bah, ouais. Bah, sauf qu'en fait, même ça, j'ai fini par perdre le sens parce que les conditions dans la justice se sont tellement dégradées parce que, bah, les moyens sont de moins en moins importants et donc les magistrats croulent, sous les dossiers. Bah, du coup, la conséquence, c'est qu'en fait, il y a des délais interminables, mais surtout, il y a des erreurs judiciaires de plus en plus grossières qui sont commises et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai perdu la foi parce que moi, je passais énormément de temps sur mes dossiers, je m'investissais vraiment beaucoup. Je pense que tous les clients que j'ai eus au cours de ma carrière, il n'y en a pas un qui pourra vous dire le contraire. Vraiment, je m'investissais parce que je me prenais de sympathie pour les gens. J'avais des clients gentils, moi. Souvent, on dit les clients, ils sont à l'image de l'avocat. Bah, moi, j'avais que des gentils, quoi. Et du coup, bah, oui, j'avais de l'empathie pour eux. Et donc, me prendre des décisions, parfois, pas tout le temps, mais de plus en plus au cours des dernières années, qui relevaient d'erreurs judiciaires grossières, ça devenait insupportable. C'est-à-dire, moi, j'avais passé un temps énorme à travailler sur un dossier. Il devait être gagné parce qu'il était solide. Et en fait, bah, je me retrouve avec une décision qui est ni fait ni à faire, où le magistrat, manifestement, n'a pas eu le temps de regarder le dossier. Donc, ça s'est un peu joué à pile ou face. Il a acheté la pièce en l'air, là, et puis, oh, boum, perdu. Ah, bah oui, d'accord. Et du coup, je me retrouvais dans l'incapacité d'expliquer au client pourquoi on avait perdu. Tellement la motivation des décisions était mais délirante. Donc, c'est ça qui m'a conduit à abandonner la profession d'avocat parce qu'il fallait absolument que je retrouve, je veux dire du sens dans ma vie et je veux dire me lever le matin avec l'idée que je contribue à essayer de changer les choses, de rendre, le monde un peu, meilleur qu'il ne l'est. Voilà, mais je crois qu'en fait, bah, cette trajectoire-là, elle est commune à beaucoup de gens. En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces difficultés-là de perte de sens, au travail. Parce que comme Oui. je disais tout à l'heure, la logique de rentabilité qui veut qu'on demande aux gens de faire toujours plus avec toujours moins de moyens, bah, en fait, c'est un peu général, hein, que ce soit dans les entreprises privées ou dans les services publics. Et, heu, et du coup, bah, voilà, bah, avec ce projet-là, Praxis, moi, j'ai l'impression que là, il y a du sens, que là, je touche au cœur ou en tout cas un des points névralgiques qui pourrait permettre de transformer le système en profondeur et voilà, d'éviter la catastrophe parce que je pense que si on reste sur la dynamique actuelle, malheureusement, les catastrophes s'avancent devant nous. Voilà. Alors, c'est un discours pour conclure, hein, je suis un peu Gramsciiste dans l'idée, c'est-à-dire que je suis entre le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de la volonté, hein. Donc il faut trouver le juste équilibre, entre les 2 et bon, pour être, encore plus, comment dirais-je? Optimiste, en tout cas, pour dire ce la phrase qui m'accompagne depuis maintenant un moment, tous les jours, c'est une phrase assez connue, hein, de Bertolt Brecht, mais c'est la suivante, elle dit: «Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu». Ouais, exact. Exact. Et donc, c'est difficile
parce que tu fais un choix de reprendre ton indépendance, un peu comme nous on a fait, hein. Moi, je suis pas syndiqué non plus, on est des indépendants. Et l'inconvénient de l'indépendant, tu le sais très bien, c'est qu'on n'a rien, on n'a pas de financement, on n'a pas de mode de financement, on n'a personne pour nous. Voilà. Donc, par définition, il faut que tu te débrouilles tout seul. Tu n'as pas Bernard Arnault au-dessus de toi. Effectivement, je pense que Bernard Arnault ou Xavier Niel vont pas financer le projet Praxis. Donc, c'est un pari, hein, que je fais, hein. C'est le pari de compter sur le soutien des gens, sur le fait que je pense qu'on est nombreux à vouloir la même chose et bah, si les gens croient dans ce projet Praxis, dans lequel je suis prêt moi, hein, à m'investir, corps et âme, parce que c'est ce qui donne du sens à ma vie, tout simplement et bah, c'est ça qui permettra au projet Praxis de vivre. Voilà. Ben, écoute, je te remercie François, et puis on refera le point. Comme l'actualité va beaucoup bouger, on sera à même de refaire le point sur d'autres thématiques dans les semaines et dans les mois à venir. Je te remercie et Bah, je te remercie et je te dis à bientôt. avec grand plaisir. À bientôt Philippe. À très bientôt.